Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média. Que vous nous regardiez sur YouTube, notre canal 165 de la Freebox, sur Molotov ou sur le mediatv.fr, nous avons un message capital à vous adresser avant d'entamer cette émission. Alors vous le savez, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et impose ses idées à travers des médias financés par les milliardaires. Pour apporter un autre son de cloche à ce narratif médiatique, le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne, nous voulons porter des voix inaudibles, celles qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Rejoignez-nous et soutenez la Riposte sur campagne.lemediatv.fr. Au cœur de l'actu, c'est tout de suite. On aurait pu penser que les planètes étaient alignées pour la signature d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Une sorte de paix raisonnable dans la mesure où Donald Trump, l'ancien et nouveau président états-unien, rééquilibrait de facto la position des Occidentaux en se montrant, on va dire, poutino-compréhensif, tout en souhaitant s'imposer aux deux parties comme faiseurs de paix, en espérant avec beaucoup de vanité devenir, pourquoi pas, prix Nobel de la paix. Mais voilà que le fracas des armes revient tout aussi inquiétant que lors des montées de mercure de ces dernières années. Forte de l'aide de certains alliés européens, l'Ukraine se fait audacieuse dans ses attaques contre la Russie. Vaste offensive contre l'aviation russe, l'Ukraine revendique une nouvelle attaque sur le pont de Crimée. Les services de sécurité ukrainiens ont publié la vidéo de l'opération sur le réseau social X, précisant avoir préparé cette action depuis des mois et avoir fait usage d'un peu plus d'une tonne d'explosifs. L'armée ukrainienne a également précisé qu'aucune victime civile n'était à déplorer. Reliant la péninsule annexée par Moscou en 2014 au territoire russe, le pont de Crimée représente une infrastructure stratégique pour le Kremlin et a déjà été visé à 2 reprises par Kiev en 2022 et 2023. L'ampleur des destructions reste à établir. Des photos et des vidéos suggèrent que l'une des 4 voies automobiles a été endommagée. La circulation a toutefois repris quelques heures après l'attaque. La Russie également montre les dents dans une sorte de surenchère belliciste en dépit des échanges de prisonniers avec l'ennemi. Et les combats se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine après les pourparlers de paix de lundi. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes avaient frappé les ateliers de production de drones ukrainiens ainsi que les dépôts de munitions ukrainiens et des troupes ukrainiennes dans plus de 150 zones au cours de la journée écoulée. Il a également indiqué que 2 missiles de croisière Storm Shadow et 316 drones ukrainiens avaient été abattus. Vladimir Poutine est fou, s'exaspère Donald Trump. Mais en réalité, lui-même est traité de fou par ceux qui s'opposent à sa guerre commerciale tous azimuts, par exemple. Les acteurs qui ne sont pas en accord avec nous ont leur propre rationalité. Quelle est celle de Vladimir Poutine? Comment éclairer les enjeux du conflit en cours au-delà de l'écume de l'actualité? Si l'on suit le fil de la pensée de Jacques Beau, ex-membre du service de renseignement stratégique suisse et ancien chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix de l'ONU, il est nécessaire de s'appesantir sur les guerres qu'on ne voit pas, les guerres secrètes, les opérations clandestines, si l'on veut cerner les enjeux. Jacques Beau, auteur de nombreux livres, dont voici le dernier, Guerre secrète en Ukraine, donc voici ce dernier livre, un livre qui est paru aux éditions Max Milo. Jacques Beau est l'invité d'Au cœur de l'actu sur le Média. Bonsoir Jacques Beau. Bonsoir. Alors vous êtes un bon observateur du conflit russo-ukrainien. Alors vous êtes considéré comme, on va dire, poutino-compréhensif par certains et comme systématiquement pro-Poutine par d'autres. Disons que votre regard peut permettre de créer de l'altérité dans une analyse globale un peu uniforme sur le sujet de notre côté. J'aimerais qu'on commence par évoquer l'actualité chaude sur le dossier russo-ukrainien. Nous tournons le mercredi 4 juin. Moscou accuse Kiev d'avoir refusé une offre de trêve partielle de 3 jours. De son côté, Volodymyr Zelensky se dit prêt à une rencontre avec Vladimir Poutine, lequel la conditionne à des accords préalables entre les deux pays. Quelles sont aujourd'hui les logiques à l'œuvre des deux côtés ?
Alors, tout d'abord, je ne suis pas poutino-fanatique et tout ça, mais j'essaye d'avoir un regard équilibré sur les deux. D'ailleurs, je peux vous confier que j'ai, dans l'audience de mes différentes vidéos, énormément d'Ukrainiens. Et je le sais parce qu'ils m'ont arrêté même sur la rue pour me remercier de donner une image différente et une image qui éclaire davantage la situation telle qu'elle est. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que la manière dont on a médiatisé le conflit fait que plus personne n'arrive à comprendre quels sont les tenants et aboutissants. Et on s'approche aujourd'hui d'un processus de paix. Je ne dis pas qu'on s'approche de la paix, mais on s'approche d'un processus où plus personne n'y comprend rien et où finalement on commence à percevoir que notre manière de comprendre le conflit nous empêche d'aborder les solutions. Et ça, exactement, la question que vous posez va exactement dans cette direction. Donc il s'agit d'avoir un regard beaucoup plus froid sur l'actualité. Comme je l'ai dit souvent, si j'étais ukrainien, je me battrais comme ukrainien. Si j'étais russe, je me battrais sans aucun doute comme russe. Mais je ne suis ni ukrainien ni russe, ce qui me donne le privilège de pouvoir prendre de la distance par rapport au conflit, de le regarder de loin et puis d'essayer de voir comment les deux adversaires s'observent. Et quand on parle, j'ai moi-même fait beaucoup de médiations, d'ailleurs beaucoup de médiations de conflits, enfin de conflits souvent régionaux ou tribaux, même en Afrique. Et je sais que quand on fait cet exercice, on ne peut pas prendre parti pour l'un ou l'autre. Sinon, on n'est pas crédible vers l'autre ou vers l'un. Par conséquent, on doit avoir ce devoir de recul, ce devoir de réserve aussi, pour essayer de comprendre les enjeux qui sont pour l'un et l'autre. Et ça me semble absolument essentiel pour comprendre quel que soit le conflit d'ailleurs. On parle ici de conflits évidemment européens, voire internationaux, mais c'est valable au niveau des conflits personnels aussi. Donc, pour répondre à votre question et aller plus directement sur la question du conflit en Ukraine, le premier problème, et Trump avait dit, quand il était dans sa campagne électorale d'ailleurs, qu'il voulait régler le conflit en 24 heures. Bon, sans doute figure de rhétorique, néanmoins, on s'aperçoit bien que c'est un conflit, et Trump est d'ailleurs sans doute celui qui comprend un peu tard qu'il n'avait pas compris les enjeux du conflit, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Il est tombé en porte-à-faux par rapport à la résolution du conflit. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on s'aperçoit que Trump, l'idée de vouloir terminer le conflit est une bonne idée, mais on s'aperçoit qu'il n'a pas de stratégie pour le faire. Comme d'ailleurs pour les autres sujets, vous avez évoqué sa stratégie commerciale, elle est du même ordre. Il veut atteindre quelque chose, mais il ne sait pas comment. Du côté des Européens, on ne sait pas ce qu'on veut atteindre, et donc on ne sait pas comment. Et puis, on a une Ukraine d'un côté qui, on peut le comprendre d'ailleurs, veut récupérer les territoires qu'elle a perdus et qu'elle aurait pu garder si elle s'était tenue à la proposition qu'elle avait faite aux Russes en avril 2022, que les Européens l'ont contraint de retirer. Je vous rappelle que c'est à l'initiative de Zelensky qu'il y a eu 3 tours de négociation en février 2022, en mars 2022 et en août 2022. Et c'est chaque fois les Européens qui lui ont dit de ne pas négocier. Mais si la proposition de Zelensky que les Russes étaient prêts à accepter en avril 2022 avait été acceptée, il n'y aurait plus de troupes russes en Russie. En Ukraine. En Ukraine, pardon. Et donc aujourd'hui, qui a intérêt à un cessez-le-feu entre Alors voilà, la question du Russes cessez-le-feu est une question qui a été de nouveau mal présentée dans nos médias. Parce que, et d'ailleurs, même Macron a dit Poutine ne veut pas de cessez-le-feu, donc il ne veut pas la paix. Alors, c'est un peu court et surtout, un cessez-le-feu n'est pas la paix. Alors, il faut savoir, pour comprendre les enjeux de part et d'autre, que Vladimir Poutine, à tort ou à raison, a déclaré le 14 juin 2024, lors d'une réunion avec des membres des cadres du ministère des Affaires étrangères russe, il a exprimé les 2 conditions auxquelles sur lesquels les Russes arrêteraient ou le conflit ou se lanceraient dans un processus de négociation. Ces 2 conditions sont 1. Le contrôle, la souveraineté sur les 4 oblasts du sud du pays, Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, d'une part, et d'autre part, que l'Ukraine s'engage à ne pas demander l'adhésion à l'OTAN. C'est les 2 conditions.
Et il a dit explicitement, c'est en toutes lettres d'ailleurs dans son exposé, il a dit si l'Ukraine s'engage à faire ça, nous commençons immédiatement, il a utilisé le mot immédiatement, un processus de négociation et nous commencerons immédiatement à cesser le feu. Le problème, c'est que personne n'a voulu écouter ça. Et Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir en janvier de cette année, est arrivé avec une proposition qui a été faite par un ancien général, le général Keith Kellogg, qui, lui, avait élaboré une sorte de plan de paix, même pas vraiment un plan de paix, à vrai dire, un plan pour geler le conflit. Or, les Russes ne veulent pas d'un gel du conflit, ils veulent d'une solution. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce processus, les choses sont figées, c'est fini, on ne parle plus du conflit. On pourrait dire qu'ils veulent une reddition des Ukrainiens. Parce que militairement, ils ont les moyens d'obtenir, ils auraient les moyens dans un monde qui ne serait pas irrégulé d'obtenir une reddition ukrainienne. Ils auraient sans doute les moyens de le faire et c'est probablement ce à quoi on les pousse à partir du moment où Zelensky ne veut pas négocier. Ça, c'est la deuxième chose. La négociation. Zelensky ne veut pas négocier parce qu'il a été d'ailleurs poussé par les Européens à ne pas le faire. Et pourquoi Mais aujourd'hui, il veut, en fait, il dit vouloir un cessez-le-feu. Il veut un cessez-le-feu, mais pas négocier. C'est important. Il veut un cessez-le-feu sans condition de la part des Russes. Les Russes ont dit, si on fait un cessez-le-feu, ce cessez-le-feu doit conduire à quelque chose. Ce n'est pas un cessez-le-feu qui est pendu en l'air comme ça. Donc, un cessez-le-feu avec des accords de principe préalables. Les accords de principe, je viens de les énoncer, c'est les deux conditions. Ouais, absolument. Voilà. Mais l'idée, c'est que ces deux conditions préalables conduisent à un processus. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, la proposition qui a été faite à Istanbul hier par la délégation russe reflète exactement ça. C'est-à-dire, le cessez-le-feu n'est pas une fin en soi. Le cessez-le-feu doit être partie d'un processus de négociation. Et ce processus de négociation doit aboutir à la résolution définitive du conflit. Et c'est ça que les Russes veulent. Et d'ailleurs, la proposition qu'ils ont faite va exactement dans ce sens, alors que pour les Ukrainiens, de nouveau, je vous rappelle que Zelensky il y a même un décret qui a été adopté le 30 septembre 2022 par le Conseil de sécurité ukrainien qui interdit une négociation avec les Russes. Zelensky a validé ce décret qui est entré en vigueur le 4 octobre. C'est pour ça qu'on parle du décret du 4 octobre 2022. Mais c'est en réalité, et c'est d'ailleurs un des problèmes pour la délégation russe, ils disent oui, on est ensemble à table ici à Istanbul, mais on ne sait pas si ce qui sera décidé sera validé ou non, puisque les gens qui sont là n'ont même pas, légalement, n'ont pas l'autorité pour négocier. Ils n'ont pas un mandat explicite. Pas seulement ça, ils n'ont pas l'autorité. C'est pas qu'ils ont pas, ils ont un mandat, mais ils n'ont pas la légalité pour le faire. Ce mandat, il peut être annulé ou révoqué à n'importe quel moment, puisqu'il est illégal de négocier avec la Russie. Donc, on est dans une situation un peu particulière. Et les Occidentaux, je vous rappelle que ce décret qui a été adopté par Zelensky, il a été juste après le discours d'Ursula von der Leyen en septembre 2022, qui disait on ne discute pas avec les Russes, il n'y a pas de négociation avec les Russes, il n'y a pas d'apaisement avec les Russes. Et c'est cette déclaration qui a poussé les Ukrainiens à adopter ce décret qui est, comme j'ai dit, à la fin du mois de septembre et qui a été validé au début du mois d'octobre. Donc, on est dans une situation juridique un peu particulière parce qu'on ne sait pas quelle est la validité de ce qu'on discute. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que Zelensky et d'ailleurs Emmanuel Macron, même chose. Enfin, Emmanuel Macron comme porte-parole, on pourrait dire, des Européens, veulent un cessez-le-feu de 30 jours, mais sans aucune condition assortie, ni avant ni après. Alors, donc, est-ce qu'ils veulent un cessez-le-feu pour se refaire, pour diminuer la pression sur eux, un cessez-le-feu en attendant des jours meilleurs ? C'est un peu ce que les Russes interprètent, parce que les Européens n'ont jamais dit ce qu'ils voulaient faire ces 30 jours. C'est ces 30 jours où on arrête de tirer, point final. Mais au bout de 30 jours, les hostilités reprennent. Alors les Russes disent oui, vous voulez sans doute rémunitionner, faire des choses comme ça. On peut comprendre ça, seulement les Russes préfèrent jouer la carte de dire vous voulez un cessez-le-feu, on est d'accord avec un cessez-le-feu à condition qu'ils soient intégrés à quelque chose. Et c'est exactement, d'ailleurs dans le plan 3 points qui a été qui a été fourni par la délégation russe à Istanbul, le deuxième point
comporte exactement ça. C'est la définition du cessez-le-feu et les modalités d'application du cessez-le-feu. Mais le premier point de la proposition russe est évidemment les points que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire le retrait des 4 zones. Et ces 4 zones, il faut comprendre aussi la logique. Pourquoi ces 4 zones ? Parce qu'aujourd'hui, on a dit, mais finalement, vous pourriez les abandonner. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie était prête à retirer toutes ses troupes en avril 2022. Toutes ses troupes. Si, mais avec des si. Bon. Non, pas avec des si. La partie ukrainienne avait déjà signé, mais c'est le Boris Johnson et la France et l'Allemagne qui ont imposé à Zelensky de retirer sa proposition. La délégation ukrainienne avait déjà signé la proposition. Et les Russes avaient dit, c'est une proposition qui nous intéresse. Mais avant qu'ils puissent dire quoi que ce soit, les Européens... Et ce que je vous dis là, certains diront, on le sait depuis 2024. C'est faux. On le sait depuis 2022 par la presse ukrainienne, où Ukrainskaya Pravda disait le principal obstacle à la paix aujourd'hui sont les Occidentaux et qui décrit exactement le processus que je viens de vous décrire. Donc les Ukrainiens, eux, et la presse ukrainienne d'ailleurs, je ne parle pas de ce que dit le gouvernement, je parle de la presse ukrainienne. Elle a un point de vue très très différent du conflit que ce qu'on entend ici, qui est en fait la voix du gouvernement ukrainien. Très différent. Et je cite d'ailleurs dans mon ouvrage, je cite l'article de Ukrainskaya Pravda. Donc on est sur... Les Ukrainiens savent très très bien que le problème est un problème qui est déjà au niveau du gouvernement ukrainien. Zelensky et les gens qui font pression autour de lui ne veulent pas de négociation. Alors ça, c'est la position... Alors, au-delà des volontés de négocier ou de ne pas négocier, est-ce qu'on peut dire quelque part que Poutine essaye finalement de tailler en pièces l'OTAN, comme par le passé, le pacte de Varsovie a été taillé en pièces, c'est-à-dire exiger de l'Ukraine qu'elle renonce à faire partie de l'OTAN, c'est limiter la pénétration de l'OTAN. Et par ailleurs, dans les processus politiques en cours, il y a une sorte de fragilisation de l'OTAN, même dans les élections qu'on peut voir en Pologne notamment. Est-ce que c'est pas justement l'enjeu, l'éléphant dans la pièce, est-ce que c'est pas l'OTAN et son rôle futur en Europe ? Pas tout à fait. Malheureusement ou heureusement, selon la perspective. Ce que veulent les Russes, c'est que l'Ukraine retire sa demande d'adhésion à l'OTAN. Et je vous rappelle, et d'ailleurs on s'aperçoit, les Américains l'ont dit, Biden, mais aussi Trump, que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'était pas sur la table en ce moment. Et ça fait très longtemps qu'ils le disent, puisque Zelensky lui-même a déclaré, c'était le 21 mars 2022, il a déclaré à CNN qu'il avait demandé à Biden de lui dire clairement oui ou non si l'Ukraine ferait partie de l'OTAN. Et à ce moment-là, on est au tout début de l'intervention russe, mars 2020, quelques semaines avant, 21 mars 2022. Et à ce moment-là, Biden lui dit... L'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN, mais pour l'opinion publique, la porte restera ouverte. Donc en fait, on joue avec les Ukrainiens depuis le début. Et depuis, d'ailleurs, mars 2022, tout le monde a dit que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN. Il est différent durant les différents sommets de l'OTAN. On a fait ce qu'on appelle des Membership Action Plans, des MAP, c'est-à-dire un plan d'adhésion, mais qui n'a pas de délai, qui se perd dans les limbes du temps. Parce qu'en réalité, les Occidentaux savent très bien que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait un problème pour les Russes. Et par conséquent, personne ne veut tenter ça. Mais on fait miroiter ça aux Ukrainiens. Et ce que voudraient maintenant Vladimir Poutine, c'est que cette idée que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN soit inscrite sur le papier. Il veut quelque chose inscrit sur le papier. C'est pour ça que je parlais de reddition, d'une forme de reddition. Ce n'est pas une reddition. Ça n'est pas une reddition. Et on pourrait arriver au niveau de la reddition si... on ne trouve pas de solution négociée et que finalement on arrive à une solution militaire où, ayant le couteau sous la gorge, l'Ukraine doit se rendre. Mais on n'en est pas là. On est actuellement dans une phase négociée. Je pense que même les Américains s'en aperçoivent. Les États-Unis, ici, ont un jeu un peu particulier parce que Trump, en fait, voudrait se dégager de ce conflit. C'est un
commercial, littéralement, dans tous les sens du terme. Et pour lui, le conflit en Ukraine, c'est une dépense inutile, surtout au stade où il est, de ressources, de moyens, d'énergie. Par conséquent, lui, son problème, c'est « Make America Great Again ». Pour ce faire, il faut faire baisser la tête à la Chine. Et pour faire baisser la tête à la Chine, il faut y consacrer les ressources et toute son énergie. Par conséquent, tous les conflits annexes, Palestine, Iran, etc., tout ça, on écarte. Et il veut s'en dégager. Il ne veut pas quitter le conflit ukrainien comme avait fait Biden avec l'Afghanistan. Et c'est pour ça qu'il essaye de négocier. Mais il se donne le rôle de médiateur, qui est un rôle un peu ambigu, puisque les Américains ont été à l'origine pratiquement du conflit en Ukraine. Et aujourd'hui, ils essayent d'être médiateurs. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être médiateur, il ne faut pas être impliqué dans le conflit. Il faut justement avoir cette distance. Et c'est là où Trump joue un peu sur les mots en disant, et vous avez évoqué le prix Nobel de la paix, alors je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ce qu'il a certainement en tête, c'est l'idée que la guerre, c'était Biden, la paix, ce sera moi. Mais justement, est-ce que Vladimir Poutine ne prend pas le risque de s'aliéner un Donald Trump qui est souvent présenté comme une de ses prises de guerre, entre guillemets? Je ne pense pas que les Russes le voient comme ça. Je ne pense pas que les Russes le voient comme ça. D'ailleurs, le plan en 22 points qui a été proposé d'ailleurs par la délégation ukrainienne, à Istanbul, a été présenté, ou plus exactement Steve Witkoff, le nouvel envoyé de Trump pour l'Ukraine, a voulu le présenter à Poutine, et Poutine a dit non, il n'a même pas voulu le voir. Donc on voit que Poutine n'est pas si impressionné que ça par les Américains. C'est naturellement un atout d'avoir plutôt un allié des Américains qu'un adversaire, mais au point où on en est avec le nombre de sanctions qui pèsent sur la Russie, finalement, il se dit, on n'a pas besoin des Américains. Donc il a moins besoin, à la limite, du soutien de Trump que Trump a besoin de Poutine, d'une certaine manière. Pourquoi Trump a besoin de Poutine? Parce que justement, Trump voudrait se dégager de ce conflit, donc il doit avoir une solution. C'est pour ça qu'il essaye de faire pression sur les uns et les autres, en particulier sur Poutine, en le menaçant d'ailleurs de sanctions. Parce que Trump voudrait arriver à se dégager de ce conflit. Donc l'idéal pour lui, ce serait de se dégager à partir du moment où il y a une solution politique, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle il essaye d'attirer Poutine autour de la table de négociation. Vladimir Poutine a dit, et même d'ailleurs Sergei Lavrov a dit, nous, les sanctions, ça ne nous dérange pas, vous pouvez en remettre. Ça, nous, on a l'habitude de vivre avec, donc ce n'est pas tellement le problème. Et actuellement, les Russes, ils ont posé leurs conditions. Tant que leurs conditions ne sont pas respectées, ils avancent. C'est eux qui tiennent quand même un peu le couteau par le manche. Par conséquent, la pression américaine, et c'est d'ailleurs exactement ce qu'a constaté Donald Trump, et raison pour laquelle il n'arrive pas à faire son projet de paix en 24 heures, c'est parce qu'il n'a pas de prise sur les Russes. Et Poutine n'est pas prêt à lui donner une prise en lui faisant la satisfaction d'avoir une relation avec les Russes, avec les Américains. Donc, quelque part, dans le rapport de force brutal et brut, aujourd'hui, la force est surtout du côté de la Russie, parce qu'on a vu qu'il y a en tout cas, des actions d'éclat ukrainiennes, notamment sur le pont de Crimée. Alors tout à fait. Mais vous avez eu cette opération toile d'araignée qui a touché un certain nombre de bases aériennes, pas toutes les 5, puisque l'opération a été un peu avortée à certains endroits, mais néanmoins, une opération rondement menée pour attaquer 5 bases sur des distances de près de 5000 km. Donc on est quand même sur une opération conséquente. Et l'opération sur le pont de Crimée. Mais vous voyez, si on regarde bien, en tout, finalement, même admettant que les chiffres de Zelensky soient corrects, de 40 avions, en réalité, il semble qu'on tourne autour de 13 avions qui étaient endommagés, dont 5 de manière irréparable. On est très loin d'affecter la flotte stratégique, la flotte aérienne stratégique russe. Donc, qui est d'eux? Il y a plusieurs centaines d'avions. Ne me demandez pas le chiffre, je ne l'ai pas exactement. On a grosso modo touché moins de 5% de cette flotte, grosso modo. Donc, on n'a pas affecté les capacités stratégiques russes de manière significative. D'autre part, ces attaques n'ont eu rigoureusement aucun impact sur la situation sur le terrain en Ukraine même. Le pont de Kerch que vous avez évoqué, qui est un peu une sorte d'obsession, d'ailleurs britannique, presque autant qu'ukrainienne, ça fait très longtemps qu'on sait que le pont de Kerch ne sert plus aux opérations militaires ukrainiennes.
Russe, pardon. Qu'actuellement, les Russes ont réhabilité les voies ferroviaires et routières par le pont terrestre, comme on l'a appelé, c'est-à-dire qui passe par les 4 oblasts du sud de l'Ukraine et qui permettent de rejoindre la Russie traditionnelle, si j'ose dire, et la Crimée. Par conséquent, le pont de Kerch, il est utilisé uniquement pour le trafic civil, si vous voulez. Et là aussi, on a une opération qui est spectaculaire, mais dont l'impact sur le déroulement de la guerre est à peu près nul. Et si vous faites la somme des différentes attaques de ce genre que les Ukrainiens ont menées ces dernières années, soit sur le pont de Kerch, il y a eu plusieurs, il y en a eu d'ailleurs plus que 3, comme l'a évoqué le journaliste tout à l'heure, mais quand vous regardez ces différentes... Elles n'ont eu aucun impact sur la situation en Ukraine. On a vu que les Russes continuent à avancer. Donc on est sur quelque chose qui est d'une nature un peu différente. On est sur des opérations qui ont une vocation presque plus de communication, de démontrer une capacité d'action, plutôt que d'un changement du rapport de force sur le champ de bataille. On reviendra là-dessus. J'aimerais qu'on entre un peu plus dans la profondeur de votre livre, et la profondeur du conflit par la même occasion. Pourquoi avez-vous défriché le terrain de ce que vous appelez les guerres secrètes? Alors, qu'est-ce que vous entendez par guerre secrète? Dans votre livre, vous en faites une typologie. Oui, disons qu'il s'agissait surtout de montrer la partie du conflit qui n'apparaît pas dans nos médias. On voit les chars, on voit les drones qui attaquent, des gens qui meurent, des chars qui explosent, etc. Ça, c'est la surface des choses. Et par guerre secrète, je voulais montrer cette guerre qui se fait derrière le rideau des news, si vous voulez, et qui affecte d'une manière ou d'une autre le déroulement de la guerre ou la manière dont les différents acteurs perçoivent la guerre, si vous voulez. Et ça correspond à des actions clandestines, comme celle d'ailleurs que vous avez évoquée. J'étais même surpris que les Ukrainiens fassent cette opération la veille de la publication de mon livre, mais bon, c'est une autre question. Ceci étant, ça recouvre ce type d'opération, le pont de Kerch, etc., mais aussi d'autres actions qui sont peut-être plus dans le domaine de la communication, de la manipulation, de la guerre de l'influence, en clair, qui se déroulent en arrière-plan et qui vient en soutien, cette fois-ci, à des politiques ou des stratégies, pourrait-on dire, pour la conduite alors effective de la guerre. Et c'est là où on s'aperçoit que la stratégie de communication, je dis tout à l'heure que l'opération Toile d'araignée en Russie, était une opération de communication parce que en particulier pour l'Ukraine, la communication est un élément essentiel. Vous voyez qu'aujourd'hui, si on s'en tenait strictement aux faits et à la dureté du champ de bataille, eh bien, je me demande combien de gens penseraient qu'il est raisonnable de continuer à aider l'Ukraine par des armes, par du financement, etc. Et qu'on l'inciterait probablement davantage à s'orienter vers un processus de paix. Mais le narratif qu'on a créé, et je vous rappelle que Lindsey Graham, qui est le sénateur républicain farouchement anti-russe, qui depuis longtemps est un soutien inconditionnel de l'Ukraine, disait l'Ukraine peut vaincre. Or, n'importe quel militaire aujourd'hui, alors peut-être pas ceux de LCI, mais les autres qui ont une petite connaissance du champ de bataille, de la conduite des opérations, se disent bon, il faudrait vraiment un miracle pour que l'Ukraine puisse arriver à ce qu'on appelle un vrai succès. J'entends pas simplement tuer quelqu'un de la profondeur de la Russie, mais d'avoir un succès sur le terrain qui permette de reconquérir les terres perdues. Et ça, on ne le voit pas très bien. D'ailleurs, la notion de victoire que l'on brandit sans arrêt, ou de défaite pour les Russes, si vous voulez, elle n'a jamais été définie par les Occidentaux. On ne sait pas qu'est-ce qui est considéré comme une défaite, qu'est-ce qui est considéré comme une victoire pour l'un, une défaite pour l'autre. Par conséquent, on vit un petit peu sur l'illusion d'une guerre, une guerre dont finalement on encourage une perception, et ça va si loin que même Emmanuel Macron voit que cette guerre qui est en train d'être perdue par l'Ukraine pourrait tout d'un coup devenir une menace pour la France. Alors qu'on a dit que la Russie perdait des chars, n'avait plus d'hommes, n'avait plus d'armes de munitions, n'avait plus rien, avait une économie qui était chancelante, etc. Et pourtant, c'est la première menace que voit Emmanuel Macron pour la France. Donc, vous voyez qu'on est dans un... Bon, pour la France en Afrique, sans doute.
pour la France... on en parlera. Alors pour vous, l'Ukraine, qui est un pays à cheval entre deux mondes et depuis fort longtemps au cœur d'affrontements idéologiques et de puissance, quelles sont les différentes phases de ces affrontements que vous situez au début du XXe siècle Alors au début du XXe, il y a eu une poussée nationaliste, comme dans tous les pays européens, au début du XXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, où je vous rappelle qu'en 1945 encore, l'Union soviétique était un allié de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Et pourtant, en 1945, les SS ukrainiens de la Erste Galizien, donc cette Grenadier Division, qui s'est rendue aux Britanniques, qui a été coupable d'un nombre innombrable de crimes de guerre d'ailleurs, n'a pas été jugé par les Britanniques. Les Britanniques sont bien gardés de les juger pour leurs crimes et ont préféré les garder dans un premier temps dans des camps en Grande-Bretagne, puis ensuite, secrètement, les ont déplacés vers le Canada. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient pouvoir les réutiliser pour créer de l'instabilité en Ukraine et reprendre l'Ukraine, si vous voulez, ou faire une sorte de guérilla anti-soviétique en Ukraine. Et cette guérilla devait s'appuyer sur justement ce nationalisme ukrainien qui est très fort, qui date des années 20 d'ailleurs, qui est au départ une forme de, comme tous les nationalismes de l'époque, qui est basé sur un populisme, qui après a pris différents noms, hein, le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, etc. Mais à l'époque, au début, ces Ukrainiens sont nationalistes, ils sont pas nécessairement nazis d'ailleurs. Quand l'Allemagne lancera son opération contre l'Union soviétique, il est vrai qu'en 1941, l'Allemagne donne la première indépendance à un embryon d'État ukrainien, et c'est Stepan Bandera qui sera un des acteurs de cette premier petit État embryonnaire. Et ils auront toujours une certaine gratitude par rapport aux Allemands, même s'ils se battront contre eux plus tard. Parce que là, de nouveau, ce sont des nationalistes ukrainiens, ce ne sont pas des nationalistes allemands. Les Allemands les ont aidés à un certain moment, mais ils se battront aussi contre. Et d'ailleurs, j'explique ça dans mon livre. Il y a le nationalisme ukrainien, oui, et on peut certainement dire que Stepan Bandera a collaboré avec les nazis à un certain moment, mais il a aussi combattu les nazis à un certain moment. Donc on est dans une situation très ambiguë où c'est le nationalisme qui est l'élément dominant, et c'est le même nationalisme, et ça qui est intéressant, parce que allez-y. Ce nationalisme que la CIA d'ailleurs, parce que dans les années 50, la CIA a essayé de développer une instabilité en Ukraine, contre l'Union soviétique évidemment, et a cherché à s'appuyer sur ce nationalisme-là. Et les cartes que d'ailleurs je publie, qui sont issues de ce rapport de la CIA de 1957, montrent qu'on a exactement la même configuration, et l'analyse de la CIA de ce point de vue-là était assez remarquable à l'époque. Ils ont fait une analyse sociologique, sociale, enfin ils ont vraiment analysé sur un document d'environ 300 pages toutes les facettes du terrain d'opération ukrainien afin d'y déployer des forces spéciales. Donc ils ont vraiment fait une analyse complète. Et cette analyse, pratiquement, vous pourriez changer la date et la mettre à aujourd'hui. C'est une analyse qui est tellement basée sur la réalité des mentalités, de l'histoire, de tellement de choses, qu'on la retrouve aujourd'hui dans la culture locale. Donc en fait, en gros, il y a eu des guerres secrètes autour de l'Ukraine dans le cadre des affrontements entre, disons... durant la guerre froide. Avant la guerre froide. La guerre froide même. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre froide, et il y a également eu l'Euromaïdan, dans un pays qui était finalement perméable qui était un peu une sorte de réceptacle des influences diverses et variées. Tout à fait, et c'est évidemment, l'Ukraine est un pays qui est composé de différentes ethnies. D'ailleurs, quand on parle de l'Ukraine, quelquefois les gens s'étonnent, par exemple, que Viktor Orban ne laisse pas passer des armes, par exemple, sur son territoire pour l'Ukraine. Mais on oublie de dire qu'il y a une minorité hongroise qui, elle aussi, est l'objet d'exactions de la part des Ukrainiens depuis Maïdan, d'ailleurs. Donc on a plusieurs configurations. La minorité la plus importante, c'est évidemment la minorité russe. Du coup, elle est adossée à la Russie, ce qui fait que, évidemment, c'est aujourd'hui cette minorité qui a le devant de la scène. Mais en réalité, ce que le Maïdan a amené au pouvoir, c'est des gens qui sont des ultranationalistes,
où on parle quand même de la pureté de la race ukrainienne. J'entends, je n'invente pas, hein, vous le trouvez les références dans mon livre. Donc, on est sur quelque chose qui est un peu plus que du nationalisme. Alors, c'est ce nationalisme, disons, belliqueux qui s'adosse un jour sur l'Allemagne expansionniste, l'autre jour sur un Occident en guerre contre l'Union soviétique, et puis une troisième fois sur, disons, une OTAN qui veut se faire la Russie. Disons que l'OTAN, c'est plutôt l'OTAN qui s'appuie dessus que ce nationalisme qui s'appuie sur l'OTAN. D'ailleurs, quand vous regardez le discours de ces militants nationalistes, ils parlent beaucoup d'Europe. Mais ils ne parlent pas de l'Europe que nous avons en tête. Ils parlent de cette Europe blanche et chrétienne qu'on imaginait il y a des années. D'ailleurs, quand vous regardez les manifestations ou les démonstrations de ces groupes, vous voyez le drapeau européen que nous connaissons, bleu avec les étoiles, barré de rouge. Donc, on n'est pas du tout sur la notion d'Europe que nous avons, avec les valeurs qu'on s'attribue d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on les applique toujours, mais on va pas discuter ça maintenant. Toujours est-il qu'ils n'ont pas la même compréhension de l'Europe que nous en avons. Une forme d'extension de ce nationalisme-là. Exactement. Alors, l'Ukraine, pour revenir à l'actualité, l'Ukraine a reçu beaucoup de matériel et de renseignements occidentaux. Ça fait aussi partie de ces guerres secrètes, mais n'a pas forcément eu des victoires déterminantes en dépit d'une belle combativité. Pourquoi ? Tout à fait, parce que de nouveau, on a apporté des tas d'armes, des renseignements, des informations, etc. Mais tout ça, pour amener la victoire, et c'est un peu la force d'ailleurs, à contrario, c'est la force des Russes, c'est de pouvoir intégrer tout ça dans un seul concept, dans une seule doctrine, dans une seule approche du champ de bataille. On a donné une fois ça, une fois des missiles, une fois des avions, une fois des chars bleus, des chars verts, des chars comme ci, là, que les Ukrainiens n'ont jamais eu l'opportunité de mettre dans une cohérence opérationnelle. Leur cohérence à eux. Leur cohérence à eux, ou dans une cohérence, tout simplement une cohérence, même pas celle de l'OTAN. Et d'ailleurs, les Ukrainiens se sont plaints eux-mêmes que l'OTAN ne les formait pas pour la bonne guerre. Je rappelle que l'OTAN, enfin les pays de l'OTAN plus que l'OTAN, parce que ce n'est pas la structure de l'OTAN qui a été impliquée là-dedans, mais c'est les pays membres de l'OTAN qui ont été impliqués, comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. Mais tous ces pays-là que je viens de citer sont des pays qui, depuis 30 ans, mènent des guerres perpétuelles, mais pas contre un adversaire comme la Russie, contre des talibans, contre des milices en Irak, en Syrie, en Libye ou ailleurs, qui sont très différentes en nature et qui ont imposé aux militaires de ces pays l'adoption d'opérations qui sont de nature très différente à celles qui sont confrontées aux Ukrainiens aujourd'hui. Résultat des courses, ils n'ont pas pu former les Ukrainiens au type de guerre auxquels ils sont confrontés. Et ça, Zelensky lui-même, d'ailleurs, s'en est plaint. Il y a eu beaucoup soit chez les Allemands, soit chez les Britanniques, soit chez les Français, parce que les Français ont aussi formé des militaires ukrainiens. Tous se sont plaints de l'inadéquation de la formation qu'ils avaient reçue pour le théâtre d'opération ukrainien. Donc on est sur... Oui, on les a aidés, oui, on a dépensé beaucoup d'argent, mais en réalité, on s'est plus attaché au fait de montrer qu'on les aidait que de savoir si cette aide était efficace. Et de nouveau, on retrouve cette même idée du narratif, parce que les pays occidentaux aussi vivent sur ce narratif. Oui, on les aide, on est là, tous serrer les coudes et tout ça. Mais est-ce qu'on s'est vraiment posé la question si on les aidait de la meilleure manière ? Quand les Français, les Britanniques et les Allemands ont conseillé à Zelensky de renoncer à l'accord qu'il avait lui-même proposé aux Russes en avril 2022, est-ce que vraiment on a pensé aux conséquences de ce qu'on faisait ? Aujourd'hui, tous ces gens se mordent les doigts parce qu'ils s'aperçoivent, quand on l'a fait, on était sous l'idée d'un narratif d'une Russie qui était faible, qui se désagrégeait, qui avait plus d'armes, plus de munitions, etc. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a
complètement... On a été débordé par notre propre narratif, en quelque sorte. On s'est aveuglé nous-mêmes sur une réalité qui était déjà à l'époque très différente. Alors, beaucoup de fournitures d'armes, beaucoup d'initiatives désordonnées, finalement, si on vous écoute, au profit de l'Ukraine. Beaucoup de services de renseignement également sur l'Ukrainien. Combien? Absolument. On retrouve un peu toujours les mêmes coupables. Hein. C'est la France... Coupables ou aide. C'est ça. Les Français, les Canadiens, les Allemands un peu moins, mais les Britanniques et les Américains. Alors, c'est surtout ceux-là qui ont formé. D'ailleurs, depuis 2014, et moi-même j'ai été en Ukraine, puisque j'étais sous mandat du ministère des Affaires étrangères suisse, et je travaillais dans l'OTAN à ce moment-là, et j'avais été envoyé en Ukraine à cette époque, en 2014, et c'était déjà avec la présence d'instructeurs britanniques qui formaient déjà des paramilitaires, parce que le problème qu'avait l'armée ukrainienne à ce moment-là, c'est que, comme le déclencheur du conflit, c'est la question linguistique, l'armée ukrainienne, qui était à la fois composée de russophones et d'ukrainophones, eh bien la partie russophone, elle a refusé de tirer sur ses frères russophones. Donc l'armée s'est désagrégée littéralement et il a fallu combler les trous avec des paramilitaires. C'est à ce moment-là qu'on a ces paramilitaires. Alors on a choisi évidemment ceux qui étaient farouchement anti-russes, qui venaient de la partie la plus nationaliste de l'Ukraine et qui ont formé le noyau de ces milices paramilitaires, Azov, Pravy Sector, etc., qui ont formé, et d'ailleurs qui ont commis de nombreux crimes entre 2014 et 2022, et qui ont remplacé en quelque sorte les insuffisances ou les trous de l'armée ukrainienne. En gros, les services occidentaux ont formé des personnes qui, justement... qui étaient même considérées comme terroristes. Les Américains ont formé des gens, des milices Azov en Ukraine, qui étaient aux États-Unis considérés comme terroristes. Alors, vous évoquez également les guerres plus ou moins secrètes de l'Ukraine ailleurs. Dans le Sahel, par exemple, et même en Syrie. Et même en Syrie, tout à fait. Alors, des guerres qui n'ont pas forcément amélioré l'image de ce pays, dont certains ne comprennent pas ce qu'il va faire dans ces différentes galères, alors qu'il a déjà des problèmes. On est exactement dans la même logique que les attaques dans la profondeur du territoire russe. Il s'agissait, pour les Ukrainiens, de montrer qu'ils étaient prêts à combattre les Russes partout. Et donc, ils sont allés partout où les Russes s'étaient installés pour remplacer d'ailleurs les Français, le Mali, le Burkina Faso, le Soudan, etc. Où d'ailleurs, c'était plus des milices privées que l'armée russe à l'époque. Aujourd'hui, les Russes ont formé un contingent africain qui, alors, cette fois-ci, fait partie des forces armées russes et qui a remplacé les milices Wagner dans un certain nombre de pays africains. Mais bon, toute l'historique est donnée dans mon livre d'ailleurs. On peut le voir. Mais qu'est-ce que Kiev allait faire là-bas? Mais justement, c'est ça, c'était combattre les Russes. Et Zelensky avait dit, nous combattrons les Russes partout où ils sont sur la planète. Donc l'idée, c'était plus... Mais là, par exemple, sur le Sahel, ça a donné vraiment l'impression que les Ukrainiens sont les mercenaires de l'Occident et dans le cas précis, les mercenaires de la France. Exactement, tout à fait. Et ça a été, en fait, au désavantage de l'Ukraine. Et d'ailleurs, il y a certains pays qui, à l'issue d'escarmouches qu'il y a eu entre des commandos ukrainiens et des membres des unités Wagner, enfin l'équivalent de Wagner dans ces pays, eh bien, il y a des pays qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Donc l'Ukraine s'est davantage isolée parce qu'effectivement, vous l'avez très bien dit vous-même, l'image de l'Ukraine, ça a été une image de gens qui vont faire la guerre on comprend que la plupart des gens, d'ailleurs... C'est normal de défendre son pays. Exactement, voilà, c'est normal de défendre son pays, c'est normal de... Mais après, ça devient un peu presque de la perversité d'aller combattre partout dans le monde, et surtout dans les conditions où ça s'est fait, qui ont été... Parce qu'en tuant des Russes, ça c'est une chose, mais ils ont également tué des membres des forces armées locales, et ça a très mal passé. Et en Syrie, qu'est-ce qu'ils allaient faire en Syrie ? Eh bien, ils ont fait exactement la même chose que ce qu'ils ont fait au Sahel, c'est-à-dire combattre les Russes. C'est tout. Et il n'y avait pas vraiment d'objectif à en parler. Et c'était vraiment être le caillou dans la chaussure des Russes un peu partout où ils étaient. Voilà, c'est un peu ça. Mais on n'y voit pas d'objectif opératif. En Syrie, ils étaient aux côtés du HTS. Alors, totalement, puisque
J'avais fait une vidéo là-dessus avec je ne sais plus quelle institution, mais le HTS, d'ailleurs, lui-même a dit qu'ils ont été formés par des instructeurs syriens parce qu'on pensait à l'époque que le HTS... Par les instructeurs ukrainiens. Les instructeurs ukrainiens, pardon, parce qu'on pensait que le HTS allait s'opposer à la présence des Russes en Syrie. Or, il n'a pas du tout été le cas. Dès qu'en décembre de l'année passée, lorsque HTS a pris le pouvoir en Syrie, eh bien, ils ont commencé par demander aux Russes de ne pas quitter le pays. Et c'est d'ailleurs une surprise qui s'est faite parce que les Russes s'attendaient à ce qu'on les chasse. Quoique, pendant la prise de pouvoir, d'ailleurs, on s'aperçoit que les unités du HTS ont côtoyé ou croisé des unités russes sans les attaquer. Donc apparemment, il y a eu des consignes qui avaient été données au niveau du HTS de ne pas s'attaquer à la Russie. Ouais, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Ça n'a servi à rien du tout. Kiev. Alors, vous évoquez également le renseignement russe et ses défis. Les Russes ont la réputation d'avoir un super système de renseignement. Mais on a vu un système assez désemparé face au coup d'éclat de l'ex-patron de Wagner, Yevgeny Prigojine. Et les Russes n'ont pas donné l'impression de maîtriser tant que cela le renseignement. Non, alors l'affaire Prigojine est un peu particulière. Je l'ai détaillé dans un autre ouvrage que celui-ci. C'est un peu un cas particulier. À vrai dire, ce qui s'est passé avec Prigojine, donc il était le directeur de cette milice Wagner, et il a voulu jouer un rôle sur le théâtre des opérations ukrainiens. Et il s'est arrangé avec le commandant des forces ukrainiennes du théâtre des opérations, le général Surovikin, pour avoir une partie du champ de bataille pour lui. Et Surovikin lui a dit « OK ». Il n'a pas dit sans doute comme ça, mais permettez-moi d'utiliser l'expression. Il a dit « Va t'amuser à Bakhmout ». Voilà. Et c'est effectivement Wagner qui s'est occupé de cette fameuse bataille de Bakhmout dont on a beaucoup parlé. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand les Russes, comme je vous l'ai dit, sont des gens qui sont très soucieux de la cohérence opérationnelle sur le champ de bataille. Or, Wagner, c'est un corps étranger, littéralement. À l'armée russe. À l'armée russe. Même s'ils avaient une formation russe à la base, même s'ils parlaient russe, c'est techniquement parlant, militairement parlant, c'est un corps étranger. Parce qu'il n'est pas soumis aux mêmes règles. C'est des privés, c'est des contractants. Et ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, ils ne sont pas même soumis aux mêmes règles en matière de maintien du secret, par exemple, ou de respect des normes, etc. Donc, c'est un peu une espèce de corps étranger, et c'est la raison pour laquelle la présence de Wagner a été cantonnée à Bakhmout. Voilà, terminé. Et avec la mission de liquider la question de Bakhmout en 6 mois. Et une fois que Wagner est arrivé à la fin de la bataille de Bakhmout, eh bien, Surovikin a dit merci, mission remplie, au revoir, rentrez chez vous. Et c'est là que Prigojine a dit non, mais nous, on vous rend service, etc., on veut rester. Et c'est de cette protestation-là qu'est née la rébellion de Prigojine, parce que le chef d'état-major, qui était le général Gerasimov, le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, qui était ministre de la Défense à l'époque, ont dit pas question. Et même Surovikin, ils ont considéré, c'est la raison pour laquelle Surovikin a même été démis de ses fonctions, parce qu'on a interprété, si vous voulez, le fait que Surovikin ait donné cette autorisation à Prigojine d'opérer sur le champ de bataille comme étant presque un cas de corruption. Alors, je ne sais pas s'il y a effectivement eu corruption ou quelque chose comme ça, je ne suis pas en mesure de le dire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette initiative-là n'a pas plu du tout. Le commandement supérieur de la Russie a été un peu pris au dépourvu par ces affaires. Donc on n'est pas sur une affaire de renseignement avec Prigojine, on est vraiment sur une affaire d'un chef d'entreprise qui se trouve d'un coup licencié avec toute son équipe et puis qui dit non, nous, on ne veut pas être licenciés. Qui lance une mutinerie d'une certaine ampleur, ça veut dire que les signaux faibles de cette mutinerie qui aurait pu déboucher sur une déstabilisation du pays n'ont pas été soit perçus, soit pris au sérieux. Non, je crois que c'est en Occident qu'on a essayé de représenter cette histoire comme une déstabilisation potentielle de la Russie. Non, je pense qu'alors là, les services de renseignement ont très bien compris que Prigojine et surtout son initiative de rester dans l'armée n'avait aucune chance. D'ailleurs, il n'a reçu aucun soutien politique.
Prigojine n'a reçu aucun soutien politique. Mais en fait, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte d'avancée inexorable. On a eu l'impression de ça, parce que c'est évidemment l'impression qu'on a eue ici, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et il y a eu très peu, il n'y a même pas eu de soutien de l'armée russe. L'armée russe est restée dans ses lignes de commandement. Il n'y a pas eu de soutien politique du tout. Il y a même eu des désapprobations politiques. Évidemment, elles ne sont pas apparues. Je crois que j'ai mis beaucoup plus en détail toute l'affaire de Prigojine dans mon livre sur Ukraine entre guerre et paix, si ma mémoire est bonne, où vous avez un détail de toute cette opération et de tout ce qui s'est passé. Non, on est sur quelque chose qui a été fortement dramatisé en Occident, parce qu'en Occident, on a perçu la révolte de Prigojine comme étant un prélude à une déstabilisation de la Russie que l'on voulait faire, ou qu'on cherchait à faire à travers les succès ukrainiens. Voilà, une sorte d'implosion. Des contradictions du système. Mais le résultat aussi de l'Ukraine. Je rappelle qu'à l'époque, on disait que la Russie ne réussissait rien, qu'elle n'arrivait à rien du tout, que ses officiers étaient nuls, etc., etc. Et donc que la révolte de Prigojine était la première manifestation de cette implosion qui manifestait du succès de l'Ukraine. C'est un peu comme ça qu'on l'a perçu en Occident. En réalité, ça n'a pas du tout été le cas. Et l'affaire de Prigojine, elle a été rapidement étouffée. D'ailleurs, à la fois Gerasimov et Shoigu ont tout de suite déclaré qu'ils étaient prêts à discuter avec Prigojine et qu'il n'y avait aucune raison de faire une l'esclandre qu'il a faite. Et l'affaire s'est résolue assez rapidement. Enfin, après, elle s'est résolue par la mort de Prigojine. Après, il y a eu la mort de Prigojine dans des conditions qui sont encore difficiles à... Enfin, on n'imagine pas que... Voilà, on imagine ce qu'on imagine. On imagine ce qu'on imagine, exactement. Alors, voilà, vous évoquez longuement les structures d'influence et vous n'allez pas vous faire des amis, car vous évoquez des organisations qui ont plutôt réputation parmi les journalistes d'investigation, comme Bellingcat. Bellingcat, c'est un collectif qui appuie notamment les journalistes quand ils veulent travailler sur ce qu'on appelle l'OSINT, en fait, un certain nombre de techniques qui consistent à reconstruire des faits en fonction d'un certain nombre de données qui traînent sur Internet notamment, ou alors des données satellitaires, etc. Vous considérez que Bellingcat, qui est plutôt apprécié par les journalistes, est une structure d'influence des Occidentaux dans ce conflit. Oui, non, c'est très clair. Et je pense que d'ailleurs, on cite d'ailleurs de moins en moins Bellingcat, parce que c'est de moins en moins crédible. Et même d'ailleurs, c'est pas seulement moi qui le dis. Non, le problème... Bellingcat, par exemple, est actif sur la Palestine et ne joue pas forcément la stratégie des Américains, par exemple. Je n'ai pas vu ce qu'ils ont fait sur la question de la Palestine. Mais qu'est-ce que vous leur reprochez ? Le problème de Bellingcat, c'est d'ailleurs un peu comme tous les fact-checkers qui sont financés par un gouvernement. C'est-à-dire que finalement, ils sont contraints ou poussés à représenter un intérêt politique, du coup. Et c'est ça un peu le problème. Vous voyez, c'est toujours la même chose, et vous le savez bien en tant que média indépendant. Si vous voulez pouvoir regarder l'actualité en face, avec toute l'honnêteté, toute la, l'éthique journalistique que vous imaginez, c'est difficile et j'imagine que c'est un dilemme d'ailleurs quand on dirige un média, d'être à la fois indépendant et d'avoir suffisamment de moyens pour survivre. Et c'est un dilemme de savoir si c'est, quand vous avez des gens comme, alors bon, LCI c'est privé, mais vous avez d'autres médias français qui sont financés par le gouvernement, vous imaginez difficilement ces gens prendre des positions qui sont opposées au gouvernement. Et c'est un peu le problème. Alors là, les médias, ce sont les médias, mais les fact-checkers, ça va un peu plus loin. Parce que fact-checkers... Mais on va dire que vous en prenez à eux parce qu'ils sont critiques avec vous, notamment... Non. Conspiracy Watch aussi, que vous avez incendié, et qui... Voilà, oui, mais c'est la même chose. Conspiracy Watch, qui fait partie d'un projet qui est financé par le ministère des Affaires étrangères britannique, dans le but de contrer l'information russe. Disons que s'ils étaient indépendants et qu'ils déclarent de manière indépendante, si vous dites que vous ne m'aimez pas, je dirais vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Mais si tout d'un coup vous faites le porte-parole d'un gouvernement qui lui-même est impliqué dans le conflit,
Là, je dirais, non, là, je n'accepte pas ce type de critique-là venant de cette personne. Vous comprenez, il y a des tas de gens qui m'aiment pas. D'ailleurs, Bellingcat, j'ai pas de choses particulières. Ils m'ont jamais touché d'une manière ou d'une autre, si vous voulez. Comme vous l'avez dit, ils font plutôt de l'analyse technique, à vrai dire. Ils font sur la base des informations. Et vous trouvez qu'elle est tronquée, cette analyse technique? Ah, elle est très souvent tronquée, oui, oui. Alors, je ne peux pas juger sur la Palestine. Moi, je l'ai jugé beaucoup à l'époque, parce que quand j'ai travaillé sur la question de la Syrie, alors il est très clair que l'information était tronquée. Alors ça, c'est indéniable. Et ça a été reconnu par de nombreux chercheurs, aussi américains et autres. Et je crois que Bellingcat a perdu énormément de crédit à ce moment-là. En tout cas, il faudrait entrer dans les détails, et on n'aura pas le temps. Et surtout, il n'y a pas Bellingcat. Je voulais juste vous titiller un peu dessus pour évoquer plus fondamentalement le rôle des structures d'influence dans cette guerre russo-ukrainienne. C'est un peu le problème, n'est-ce pas? Si Parce qu'il y a des structures d'influence des deux côtés. Ah, bien entendu. Bien entendu. Mais on s'aperçoit, d'ailleurs, n'est-ce pas, si vous avez aujourd'hui, par exemple, vous avez un ancien politicien ukrainien dit pro-russe qui a été assassiné en Espagne il y a une dizaine de jours. Qui a condamné ça? Personne. Mais si ce gars avait été pro-ukrainien, et c'est là où est le problème. Moi, je suis quelqu'un qui, par mes fonctions précédentes, par les activités que j'ai eues au sein des Nations Unies, etc., j'essaye d'avoir un regard le plus équilibré sur les choses. Et on peut critiquer n'importe qui. Mais alors, il faut être honnête dans la critique, et que cette critique, elle doit se porter également... si vous voulez, le but de la critique, c'est pas simplement de critiquer, c'est d'essayer d'avoir une amélioration des choses. Alors, donc, il y a les structures d'influence côté russe. Quelles sont-elles et quelle est leur efficacité? Alors, il y en a également, mais vous remarquez que... Alors, c'est là où ça devient assez amusant, parce que d'abord, les Russes... RT, voilà, tout à fait, oui, vous avez bien entendu, RT, Sputnik, etc., sont des structures d'influence qui, comme France 24, etc., sont des structures d'influence c'est exactement la même nature, en fait. Ça a même la même fonction, le même cahier des charges, si vous voulez. C'est-à-dire de faire une représentation, donner une représentation de la Russie, pour France 24, c'est de la France, pour l'extérieur. Donc, on est sur des mandats qui sont très semblables. Et jusque-là, moi, je ne vois pas de problème. Le truc est que quand on regarde, quand on analyse les enjeux stratégiques pour les uns et pour les autres, on s'aperçoit que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour l'Ukraine, le narratif est central. Le soutien, tout l'appui que reçoit l'Ukraine... C'est comme une start-up qui a besoin d'investisseurs et donc qui a besoin de montrer tous les jours qu'elle va y arriver. La Russie n'a pas besoin de ça. Alors, ils ont certainement des structures d'influence, d'ailleurs je le dis, je l'explique, aussi des structures d'influence qui sont aussi associées aux services de renseignement, mais on s'aperçoit qu'ils dépendent beaucoup moins de ça. Leur succès se trouve davantage sur le terrain qu'au niveau du narratif. Alors que pour l'Ukraine, c'est l'inverse. Ils n'ont pas les capacités et les moyens pour avoir des succès sur le champ de bataille, donc il faut l'avoir au niveau du narratif. Et d'ailleurs, les deux opérations qu'on a évoquées tout à l'heure, soit le pont de Kerch, soit l'opération Toile d'araignée, eh bien, illustrent assez bien ça. C'est-à-dire que c'est davantage l'image projetée par ces actions qui est importante pour l'Ukraine que son efficacité réelle sur le terrain. Alors que du côté russe, on a d'ailleurs assez peu de situations semblables. Pourquoi? Parce que eux, sur le terrain, ils ont des succès, j'allais dire presque, ils parlent d'eux-mêmes d'une certaine manière. Et on trouve assez peu, ils ont beaucoup moins besoin de recourir à l'influence, parce que pour eux, ils savent que ça ne joue très peu de rôle. Ils le font quand même, et ils sont contrariés, notamment par les législations européennes qui interdisent aujourd'hui leurs médias. Bien entendu qu'ils sont... Mais vous voyez bien que leur succès ne dépend pas de ça, puisqu'ils n'ont pas accès, j'allais dire, au marché de l'influence ou d'information européenne. Vous voyez bien que ça joue aucun rôle sur leur manière de mener la guerre. Alors que si on interdisait la communication sur l'Ukraine, alors vous auriez un effondrement pratiquement immédiat, parce que tout simplement, le soutien qu'on apporte à l'Ukraine
est fondée sur notre perception qu'on a d'une Ukraine qui gagne, qui a moins de morts que les Russes, etc., etc. Si tout d'un coup on vous montrait que les chiffres étaient exactement opposés, est-ce que vous seriez d'accord de continuer, enfin je ne parle pas de vous personnellement bien sûr, mais est-ce que vous seriez d'accord de continuer à soutenir ça? C'est d'ailleurs exactement la perspective de Trump. Lui, il constate, à tort ou à raison, que ce conflit ne mène à rien et qu'en réalité, et il l'a dit à plusieurs reprises, l'Ukraine a déjà perdu la guerre. En tout cas, on va continuer d'analyser ça. On va essayer de voir dans la profondeur des discussions de paix. On espère justement que ces négociations de paix vont permettre une paix durable, mais aussi une paix juste pour les peuples et au-delà des dirigeants. Merci Jacques Beau. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, notre chaîne YouTube, le Média 24/7 et sur le mediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire si vous nous regardez sur YouTube. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Pierre-Édouard Stérin pour installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance Riposte, une contre-offensive citoyenne pour développer notre chaîne d'infos populaire et indépendante sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias. Je vous souhaite une excellente soirée.